En 1768, des soldats espagnols s'avancèrent à l'intérieur des terres aux Philippines pour enquêter sur un village qui s'était tu. Le voyage semblait de routine, mais les habitants qu'ils croisaient refusaient de parler, calfeutraient par leur maison avant la tombée de la nuit et évitaient la jungle après le coucher du soleil. Lorsque des voix commencèrent à s'élever des ombres avec des tonalités familières, les soldats comprirent trop tard que quelque chose se déplaçait déjà parmi eux, attendant que la nuit réclame son dû. Avant de continuer, pensez à laisser un like et dites-nous depuis où vous regardez. Merci. Les ordres arrivèrent à notre caserne d'Intramuros à la fin de la saison des pluies. Un village à l'intérieur des terres avait cessé d'envoyer le tribut. 2 hommes envoyés pour demander pourquoi n'étaient pas revenus. Un frère du district écrivit que la population se terrait chez elle après la nuit et refusait la confession. L'alcalde voulait des soldats, pas davantage de questions. Le lieutenant Ortega nous choisit, 8 d'entre nous. J'étais le caporal Miguel de Roas, né à Cadix dans les îles depuis 6 ans. Le sergent Ruiz était avec nous, plus âgé, avec une cicatrice sous la mâchoire et des yeux qui ne cessaient de surveiller. Le soldat Mateo Llorente était nouveau, impatient de prouver sa valeur. Castaño et Figueroa étaient de bons tireurs mais trop bavards. Nous avions également Fray Esteban, envoyé par son ordre parce qu'il connaissait la campagne et n'avait pas peur de marcher vers la mort. Nous atteignîmes le poste côtier au bout de 2 jours. Le commandant nous accueillit avec un soulagement mal dissimulé. Il dit que les 2 hommes disparus avaient pris un interprète et 3 porteurs. Aucun n'était revenu. Les villageois de l'embouchure refusaient d'aller à l'intérieur des terres. Ils pointaient vers l'amont et faisaient des signes que je n'aimais guère. Ce soir-là, je m'assis avec Thomas, l'interprète du poste, un tagalog baptisé, une croix pendant à son cou qu'il touchait souvent. Je lui demandais ce que signifiaient ces signes. Il regarda au-delà de moi vers les arbres sombres. « Ils disent qu'il y a un aswang », dit-il. J'avais déjà entendu ce mot prononcé à voix basse par des domestiques à Manille quand un enfant mourait subitement. J'avais aussi entendu des soldats en rire. Moi, je ne ris pas. « Ils disent qu'il ressemble à une personne le jour », continua Thomas. « La nuit, il se transforme. Il prend les animaux. Il prend les gens. Il laisse peu de sang. » Avant de quitter le fort, Ruiz insista pour acheter du sel et du vinaigre. Ortega s'en moqua. Ruiz ne répondit pas. Il demanda également une queue de raie pastenague à un pêcheur, l'enroula dans un tissu et la mit dans son sac. Mateo regardait avec de grands yeux. Nous remontâmes le fleuve en bancasse, puis continuâmes à pied sur un sentier qui était davantage boue que sol. Dans une clairière, nous trouvâmes un enclos vide. La clôture était brisée vers l'extérieur, non vers l'intérieur. Des poils s'accrochaient à une écharde. Thomas ne regarda pas longtemps. Il fixait la lisière des arbres. Nous atteignîmes un hameau avant le soir. Les gens ne sortirent pas pour nous accueillir. Les chiens restaient sous les huttes, la queue entre les pattes. Un vieillard finit par s'avancer, paumes ouvertes. Il dit qu'il nous donnerait du riz et du poisson séché. Il demanda à Thomas de nous transmettre un message. « Il dit que vous ne pouvez pas le combattre, » dit Thomas. « Il dit que vous l'attirerez ici. » Ortega agrippa le vieillard par la chemise et le souleva sur la pointe des pieds. Je vis les yeux du vieil homme se remplir de larmes, non de douleur, mais d'effroi. Ruiz m'écarta et me dit de regarder les huttes. Des écrans tressés aux fenêtres, des grappes d'ail aux poteaux, des bols de sel près des échelles, des épines sur le sol, pas de la superstition désordonnée, quelque chose d'organisé, de répété et de récent. Après le coucher du soleil, la jungle devint un mur. Un tapotement commença quelque part derrière les huttes, régulier, espacé, puis plus proche, puis plus loin. Mateo demanda ce que c'était. Thomas ne répondit pas. Ruiz sortit la queue de raie de son sac et la posa à côté de lui.
Je fis la garde avec Matteo. Ses mains tremblèrent quand il chargea son mousquet. J'entendis un léger frottement sur le bambou, lent et prudent. Une ombre bougea sous une hutte sur pilotis. Puis un chien laissa échapper un bref jappement qui s'interrompit net. Pas d'aboiement, pas de lutte. Seulement le silence. Quelque chose avait pris ce chien en moins de temps qu'il n'en faut pour respirer. Et les gens dans les huttes ne criaient pas. Ils avaient appris que le bruit attire de pires choses. Ruiz surgit derrière nous sans s'annoncer. Il regarda l'obscurité sous les huttes, puis me regarda. « Ne tirez pas avant de le voir, dit-il. Ne poursuivez pas. »« Qu'est-ce que c'est, sergent ?» Il surveilla les arbres et parla d'une voix plate. « Il chasse, et il sait que nous sommes arrivés. » Peu avant l'aube, une femme cria depuis une hutte. Un seul cri, puis le silence. À l'intérieur, une famille eudelée dans un coin, un enfant sur le sol, les yeux ouverts. La natte de la fenêtre avait été tirée de côté par l'extérieur. Le bambou en dessous était fissuré. Une fine traînée sombre et poisseuse courait le long du poteau. Thomas traduisit les mots du père d'une voix rauque. Il dit que quelque chose a grimpé, ça n'a pas brisé l'échelle. C'est venu par le côté. Ça a passé le bras par la fenêtre et a pris le bébé. Nous repartîmes à l'intérieur des terres. En chemin, nous trouvâmes un buffle d'eau couché sur le flanc. Son ventre avait été ouvert d'une entaille nette. La viande manquait en lambeaux. Il y avait des traces dans la boue, de longues marques qui s'incurvaient, et entre elles des empreintes qui ressemblaient à des mains, mais trop longues, avec des points profonds là où des ongles s'étaient enfoncés. Ruiz s'accroupit et mesura les distances avec son couteau. Il regarda vers les arbres, puis vers Ortega. « Ce n'est pas un homme, » dit Ruiz. « Tout est un homme, » dit Ortega. « Des bandits peuvent ramper, des bandits peuvent utiliser des griffes. » Ruiz ne discuta pas. Il nous dit de continuer sans nous disperser. Le village principal était plus grand, avec une chapelle et quelques maisons en bois. Les champs alentours étaient à moitié entretenus. Le village aurait dû être plein de bruit. Ils semblaient opprimés. Leur chef, Datou Halim, ne s'inclina pas devant Ortega. Il se tint droit et parla d'une voix posée. Il dit que le tribut était prêt, mais que les porteurs étaient morts ou partis. Les 2 soldats espagnols étaient non venus, s'étaient disputés puis repartis avec un guide. On ne les avait plus revus. Les gardes des sentiers disparaissaient. La créature venait quand elle voulait et prenait qui elle voulait. Ortega demanda ce qu'était la créature. Datou Halim répondit que c'était un aswang, qu'il vivait dans les collines depuis plus longtemps qu'aucun d'entre eux. Certains pensaient que c'était une personne maudite, d'autres qu'il n'était pas humain du tout. Il se promène parmi nous le jour. Cette dernière phrase fit changer l'atmosphère. Matteo ouvrit la bouche sans trouver ses mots. Nous nous installâmes dans une longue maison près de la chapelle. Ruiz choisit immédiatement les positions des sentinelles et nous dit de garder le feu bas. Ortega voulut accrocher la lanterne à l'extérieur pour montrer la force. Ruiz dit que la lumière montre aussi les cibles. Matteo s'approcha de moi dans l'après-midi, le visage pâle. « Caporal, si elle peut ressembler à une personne le jour, comment savoir si elle n'est pas là en ce moment ?» Je regardais les portes fermées, puis ceux qui bougeaient encore, portant de l'eau ou attachant des grappes d'ail. Ils se promènent parmi eux. « Nous ne savons pas, dis-je. Nous observons ce que font les gens. Nous ne faisons pas confiance au sourire. » Il hocha la tête, puis avala sa salive. « Et si elle ressemble à l'un d'entre nous ?» La nuit tomba vite. La jungle était d'un noir absolu. La première heure passa avec seulement le bruit des insectes. Puis un son vint de dehors, doux comme des ongles sur du bois. Il se déplaçait le long du mur, lent, tâtonnant. Un chuchotement vint ensuite en espagnol. « Ouvrez, aidez-moi !» C'était la voix du sergent Ruiz. Ma gorge se serra. Ruiz, assis à côté de moi, ne bougea pas d'1 millimètre. Le chuchotement revint, plus près de l'embrasure. « Miguel, caporal, ouvrez, je suis blessé. » Mon propre nom, avec le ton exact de Ruiz.
Matteo se tourna vers Ruiz désorienté puis vers la porte. Ruiz se pencha à mon oreille. « Ne répondez pas, ne détournez pas les yeux. » La voix changea, plus haute, plus jeune. « Fray Esteban, mon père, s'il vous plaît. » Ils m'ont pris la jambe. C'était la voix de Matteo. Le vrai Matteo, à côté de moi, émit un son étranglé. Je lui saisis le bras fermement. Puis la voix se déplaça vers la fenêtre arrière, imitant un homme que nous avions connu au fort. Ortega fit un pas en avant, puis s'arrêta. Son visage avait perdu ses couleurs. Le chuchotement cessa. Puis les grattements commencèrent sur le toit, précis comme si quelque chose de lourd se plaçait soigneusement pour éviter le bruit. Un mince morceau de bambou au-dessus de l'embrasure bougea. Une main apparut par la fissure, les doigts trop longs, les ongles sombres et épais. Elle s'étira vers le loquet avec patience, sans hâte. Ortega cria et balança son épée vers le haut. La lame frappa la main. Un son mouillé. La main se rétracta mais ne tomba pas. Elle glissa comme si elle n'avait pas d'os à briser. Un souffle aspiré entre les dents vint d'en haut. Puis le poids se déplaça vers l'arrière de la maison. « Restez !» siffla Ruiz. Figueroa, pris de panique, courut vers la fenêtre arrière et écarta l'écran pour tirer dans le noir. Au moment où il l'ouvrit, quelque chose frappa de l'extérieur. C'était si rapide que je ne vis qu'un éclair. Le mousquet de Figueroa vola de ses mains. Son corps fut tiré vers la fenêtre avec une force qui n'était pas celle de bras humains. Il agrippa les lattes de bambou, les doigts blanchis, et cria une fois avant que sa tête ne claque contre le cadre. Du sang éclaboussa le mur. Ses jambes donnèrent 2 coups, puis disparurent. Tout s'était passé en 2 respirations. Ortega se tenait figé, l'épée levée, la bouche ouverte. Matteo sanglotait sans bruit. Ruiz bougea le premier. Il noua l'écran avec une corde et poussa un banc contre le mur. Son visage était calme d'une manière qui m'effrayait plus que la panique. Il est parti. Nous ne le suivons pas. Ortega cria des ordres, nous disant de sortir et de le traquer. Ruiz se plaça sur son chemin. Si vous ouvrez cette porte, il en prendra un autre. Ortega leva la main comme pour frapper, puis vit le regard de Ruiz et la laissa retomber lentement. Nous passâmes le reste de la nuit en groupe serré, les mousquets pointés vers chaque ouverture, écoutant les grattements tourner autour du toit et des murs. La créature ne réessaya pas le loquet, elle ne parla plus. Elle se contenta de rôder, patiente, nous laissant assis avec ce que nous avions vu. L'aube montra le sang sur le sol, le cadre brisé et le vide là où Figueroa avait été. Dehors, le sol sous la fenêtre portait de profondes empreintes, plus longues que la foulée d'un homme, inclinées comme si quelque chose s'était propulsé en arrière avec poids et maîtrise. Une traînée de sang menait vers les champs, puis disparaissait. Plus tard dans la matinée, nous trouvâmes ce qu'il restait de Figueroa dans une clairière. Pas tout. Sa veste d'uniforme trempée et rigide, une manche vide. Son mousquet plié au niveau du canon comme écrasé dans un poing puis jeté. Plus loin, des os, petits, vieux et propres. Un os de bras d'enfant coincé entre des racines, des lambeaux de tissu accrochés à des épines. Aucun n'était espagnol. Cet endroit avait été utilisé avant. Dans l'après-midi, une fillette disparut, envoyée chercher de l'eau. Son panier fut retrouvé sur la rive intact. Sa mère ne cria pas. Elle s'assit sur le sol et fixa le panier. Au crépuscule, Fray Esteban rassembla ceux qui voulaient m'en bien venir et écouta leurs témoignages. Du bétail emporté sans bruit. Des voix dans le noir qui imitaient des proches. Une silhouette entrevue à la lumière d'une torche, grande, mince, les articulations tordues dans le mauvais sens, la peau tendue sur les os. Un homme dit qu'il avait suivi une voix qui ressemblait à celle de son frère, l'avait vu debout dans une clairière, dos tourné. Quand il avait parlé, la tête s'était retournée trop loin, trop fluidement et le visage n'était pas le bon. Il avait couru sans regarder en arrière. Son frère fut retrouvé mort dans sa hutte, sans blessure. Quand la nuit tomba, la créature revint. Le premier son vint des champs, un froissement qui se déplaçait contre le vent. Puis une toux sèche,
près de la chapelle. Une voix en espagnol. « À l'aide, s'il vous plaît !» C'était la voix de Figueroa. Mateo trembla violemment. Je mis ma main sur sa bouche. La voix encercla, tâtonna, appela Ortega par son nom, parla d'ordre, de devoir, d'homme perdu parce que nous avions hésité. Puis elle changea. « Mon père, j'ai mal. » La voix de la fillette. Fray Esteban fit un pas en avant sans réfléchir. Ruiz lui cria de s'arrêter. Trop tard. La porte de la chapelle fut frappée sur le côté et explosa à travers le bois mince. Fray Esteban tomba. Dans la lumière de la lanterne, je vis une silhouette, grande, repliée sur elle-même, la peau pâle et tendue. Son visage était faux, les traits étirés, la bouche trop large. Ses yeux réfléchirent la lumière, plats et vides. Ruiz tira. La balle atteignit la créature en pleine poitrine. Elle ne tomba pas. Elle recula puis se déplaça avec une vitesse qui échappait à mes yeux. Elle agrippa Fray Esteban et le tira vers la brèche dans le mur. Je courus sans réfléchir. La créature tourna la tête vers nous. Sa bouche s'ouvrit et se ferma une fois. Puis elle bondit en arrière, emportant le frère avec elle, franchissant le mur d'un seul mouvement et disparaissant dans le noir. Castagno courut après eux en criant le nom du frère. Ruiz lui cria de s'arrêter. Castagno n'écouta pas. Sa voix s'interrompit rapidement, remplacée par un son mouillé qui cessa tout aussi vite. Personne ne bougea après ça. Quand le matin arriva, il n'y avait aucun signe de Fray Esteban ni de Castagno. Les villageois commencèrent à emballer le peu qu'ils avaient. Datou Halim dit à Ortega qu'ils abandonneraient le village. Ortega ne discuta pas. Il avait vieilli de plusieurs années en quelques jours. Nous quittâmes cet endroit avant que la nuit ne retombe. Nous ne retrouvâmes pas les hommes disparus. Nous n'apportâmes ni ordre ni réponse. Nous apportâmes la preuve. Je portais cette preuve avec moi longtemps après, dans le souvenir de voix qui n'auraient pas dû parler et d'une silhouette qui se moquait de nos raisons. Les îles ont beaucoup de choses qui marchent en plein jour et chassent la nuit. Certains endroits ne sont pas faits pour être tenus.